Chapitre 3. Le cri de la faim. La journée débuta sous de meilleurs auspices. Les deux hommes n'avaient pas perdu de chien durant la nuit, et c'est l'esprit plus léger qu'ils se remirent en chemin dans le silence, le noir et le froid. Bill semblait avoir oublié ses sinistres pressentiments, et quand à midi les chiens renversèrent le traîneau à un mauvais passage, c'est en plaisantant qu'il accueillit l'accident. C'était pourtant un effrayant pêle-mêle. Le traîneau, sans dessus-dessous, demeurait entre le tronc d'un arbre et un énorme roc. Il fallut d'abord débarrasser les chiens avant de les dégager et de démêler leurs traits. Ceci fait, et tandis que les deux hommes s'occupaient à remettre sur pied le traîneau, Henri aperçut n'a qu'une oreille qui était en train de se défiler en rampant. « Ici, toi, n'a qu'une oreille !» cria-t-il en se retournant vers le chien. Mais au lieu de lui obéir, le chien fit un bond en avant et se sauva, en courant de toutes ses forces, ses harnais traînant derrière lui. Tout là-bas, sur la piste, la louve l'attendait. En s'approchant d'elle, il parut soudain hésiter et ralentit sa course. Il la regardait fixement, avec crainte et désir à la fois. Elle semblait l'aguicher et lui sourire de toutes ses dents, puis, en manière d'avance, fit un pas vers lui. N'a qu'une oreille se rapprocha, mais en se tenant encore sur ses gardes, la tête dressée, les oreilles et la queue droite. Quand il l'eut jointe, elle essaya de frotter son nez contre le sien, mais elle se détourna avec froideur et fit un pas en arrière. Elle répéta plusieurs fois sa manœuvre, comme pour l'entraîner loin de ses compagnons humains. À un moment, n'a qu'une oreille s'étant retournée, regardait derrière lui ses deux camarades de trait, le traîneau renversé et les deux hommes qui l'appelaient. Mais la louve lui ayant tendu son nez pour qu'il s'y frottât, il en oublia aussitôt toute autre idée et se reprit à la suivre au bout de quelques minutes dans un prudent et nouveau recul qu'elle effectua. Pendant ce temps, Bill avait songé au fusil, mais celui-ci était pris sous le traîneau, et quand avec l'aide d'Henri il eut mis la main dessus, le chien et la louve étaient trop éloignés de lui, trop près aussi l'un de l'autre pour qu'il pût tirer. N'a qu'une oreille connut trop tard son erreur. Les deux hommes le virent qui revenait vers eux à fond de train. Mais déjà une douzaine de loups maigres, bondissant dans la neige, fonçaient à angle droit sur le chien afin de lui couper la retraite. De son côté, la louve avait cessé ses grâces et s'était jetée sur lui avec un rauque grognement. Il l'avait bousculé d'un coup d'épaule et elle s'était jointe aux autres poursuivants. Elle le talonnait de près. « Où vas-tu » cria Henri en posant sa main sur le bras de Bill. Bill se dégagea d'un mouvement brusque. « Je ne puis, dit-il, supporter ce qui se passe. Ils ne doivent plus avoir aucun de nos chiens, si je peux l'empêcher. » Le fusil au poing, il s'enfonça dans les taillis qui bordaient le sentier. « Attention, Bill » lui jeta Henri une dernière fois. « Sois prudent !» Assis sur le traîneau, Henri vit disparaître son compagnon. N'a qu'une oreille avait quitté la piste et tenté de rejoindre le traîneau en décrivant un grand cercle. Henri l'apercevait par instant, détalant à travers des sapins clairsemés et s'efforçant de gagner les loups de vitesse, tandis que Bill allait essayer sans nul doute d'enrayer la poursuite. Mais la partie était perdue d'avance, d'autant que de nouveaux loups, sortant de partout, se joignaient à la chasse. Tout à coup, Henri entendit un coup de fusil, puis deux autres succédèrent rapidement au premier, et il connut que la provision de cartouches de Bill était finie. Il eut un grand bruit, des grognements et des cris. Henri reconnut la voix du chien qui gémissait et hurlait. Un cri de loup lui annonça qu'un des animaux avait été atteint. Et ce fut tout. Gémissements et grognements moururent et le silence retomba sur le paysage solitaire. Henri demeura longtemps assis sur le traîneau. Il n'avait pas besoin d'aller voir ce qui était advenu. Cela, il le savait comme s'il eût été spectateur. Pourtant, à un moment, il se dressa en tressaillant et avec une hâte fébrile chercha la hache qui était parmi les baillages. Puis, en songeant longuement, il se rassit en compagnie des deux chiens qui lui restaient et qui, couchés et tremblants, demeuraient à ses pieds. En proie à une immense faiblesse, comme si toute force de résistance était anéantie en lui, il finit par se lever et se mit en devoir d'atteler le chien en traîneau qu'il tira lui-même de concert avec les deux bêtes. Dès que le jour commença à baisser, Henri se hâta d'organiser le campement. Il donna aux chiens leur nourriture, fit cuire et mangea son dîner, puis dressa son lit près du feu. Mais il n'avait pas encore fermé les yeux qu'il vit les loups arriver, et cette fois s'avançaient tellement près qu'il n'y avait pas à songer même à dormir. Ils étaient là autour de lui, si peu loin qu'il pouvait les regarder, comme en plein jour, couchés ou assis autour du foyer, rampant sur leur ventre, tantôt avançant et tantôt reculant. Certains d'entre eux dormaient, couchés en rond dans la neige comme des chiens. Il ne cessa pas un seul instant d'aviver la flamme, car il savait qu'elle était le seul obstacle entre sa chair et leur croc. Les deux chiens se pressaient contre lui, implorant sa protection. De temps à autre, le cercle des loups s'agitait. Ceux qui étaient couchés se relevaient, et tous hurlaient en chœur. Puis,
s'il se recouchait ou s'asseyait, le cercle se reformant plus près. Cependant, à force d'avancer d'un pouce puis d'un autre pouce, un instant arriva où les loups le touchaient presque. Alors, il prit des brandons enflammés et commença à les jeter dans le tas de ses ennemis. D'un saut hâtif, accompagné de cris de colère et de grognements peureux, ceux-ci bondissaient en arrière quand une branche bien lancée atteignait l'un d'eux. Le matin trouva l'homme bâillard et brisé, les yeux dilatés par le manque de sommeil. Il cuisina et absorba son déjeuner, puis, quand la lumière eut dispersé la trempe de loup, il s'occupa de mettre à exécution un projet qu'il avait médité durant de longues heures dans la nuit. Ayant abattu à coups de hache de jeunes sapins, il en fit, en les liant en croix, les traverses d'un échafaudage assez élevé, dont 4 autres grands sapins restés debout formèrent les montants. Se servant ensuite des courroies du traîneau comme de cordes, et les chiens tirant avec lui, il hissa au sommet de l'échafaudage le cercueil qu'il avait convoyé. « Ils ont eu Bill », dit-il en s'adressant au corps du mort quand celui-ci fut installé dans sa sépulture aérienne. « Et ils mourront peut-être. Mais toi, jeune homme, ils ne t'auront pas. » Le traîneau filait maintenant derrière les chiens, qui haletaient d'enthousiasme car ils savaient que, pour eux, le salut était dans le chenil du fort McGurry. Mais les loups n'avaient pas été loin, et c'était ouvertement qu'ils avaient désormais repris leur poursuite. Ils trottinaient tranquillement derrière le traîneau, ou rangés en file parallèle, leurs langues rouges pendantes, leurs flancs maigres ondulant sur leurs côtes qui se dessinaient à chacun de leurs mouvements. Henri ne pouvait s'empêcher d'admirer qu'ils fussent encore capables de se tenir sur leurs pattes sans s'effondrer dans la neige. À midi, vers le sud, ce ne fut pas seulement un reflet du soleil qui apparut, mais l'astre lui-même, pâle et doré. Sa partie supérieure émergea de l'horizon. Henri vit là un heureux présage. Le soleil était revenu et les jours allaient grandir. Mais sa joie fut de courte durée. Presque aussitôt la lumière se remit à baisser et il s'occupa sans plus tarder de s'organiser pour la nuit. Les quelques heures de clarté grisâtre et de terne crépuscule qu'il avait encore devant lui furent utilisées à couper, pour le foyer, une quantité de bois considérable. Avec la nuit, la terreur revint à son comble. Le besoin de sommeil, pire que la peur des loups, tenaillait Henri. Il s'endormit malgré lui, accroupi près du feu, les couvertures sur ses épaules, sa hache entre ses genoux, un chien à sa droite, un chien à sa gauche. Dans cet état de demi-veille où il se trouvait, il apercevait la troupe entière qui le contemplait comme un repas retardé mais certain. Il lui semblait voir une bande d'enfants réunis autour d'une table servie, attendant qu'on leur permît de commencer à manger. Puis, comme machinalement ses yeux retombaient sur lui-même, il examinait son corps avec une attention bizarre qui ne lui était pas habituelle. Il tâtait ses muscles et les faisait jouer, s'intéressant prodigieusement à leur mécanisme. À la lueur du foyer, il ouvrait, étendait ou refermait les phalanges de ses doigts, émerveillé de l'obéissance et de la souplesse de sa main qui, avec rudesse ou douceur, trépidait à sa volonté jusqu'au bout des ongles. Et comme fasciné, il se prenait d'un incommensurable amour pour ce corps admirable auquel il n'avait jusque-là jamais prêté attention, d'une tendresse infinie pour cette chair vivante, destinée bientôt à repaître des brutes, à être mise en lambeaux. Qu'était-il désormais? Un simple mets pour des crocs affamés, une subsistance pour d'autres estomacs, l'égal des élans et des lièvres dont il avait tant de fois lui-même fait son dîner. À quelques pieds devant lui, pensive, la louve aux reflets rouges était assise dans la neige et le regardait. Leurs regards se croisèrent. Il comprit qu'en peine qu'elle se délectait de lui par anticipation. Sa gueule s'ouvrait avec gourmandise, découvrant les crocs blancs jusqu'à leurs racines. La salive lui découlait des lèvres et elle se pourléchait de la langue. Un spasme d'épouvante secoua Henri. Il fit un geste brusque, se saisit d'un brandon et le lança à la louve. Mais celle-ci s'éclipsa non moins rapidement. Alors il se remit à contempler sa main avec adoration, à examiner l'un après l'autre tous ses doigts, et comme il s'adaptait avec perfection aux rugosités de la branche qu'il brandissait. Puis, comme son petit doigt courait risque de brûler, il le replia délicatement un peu en arrière de la flamme. La nuit s'écoula cependant sans accident et le matin parut. Pour la première fois, la lumière du jour ne dispersa pas les loups. Vainement, l'homme attendit leur départ. Ils demeurèrent en cercle autour de lui et de son feu, avec une insolence qui brisa son courage revenu avec la clarté naissante. Il tenta cependant un effort surhumain pour se remettre en route. Mais à peine avait-il replacé son traîneau sur le sentier et s'était-il écarté de quelques pas de la protection du feu, qu'un loup plus hardi que les autres s'élança vers lui. La bête avait mal calculé son élan, son saut fut trop court, ses dents en claquant se refermèrent sur le vide tandis qu'Henri, pour se préserver, faisait un bond de côté. Puis reculant vers le feu, il fit pleuvoir une mitraille de brandons sur les autres loups qui, excités par l'exemple,
s'était dressé et s'apprêtait déjà à se jeter sur lui. Il demeura assiégé toute la journée. Comme son bois menaçait de s'épuiser, il étendit progressivement le foyer vers un énorme sapin mort qui s'élevait à peu de distance et qu'il atteignit de la sorte. Il abattit l'arbre et passa le reste du jour à préparer branches et fagots. La nuit revint aussi angoissante que la précédente, avec cette aggravation que le besoin de dormir devenait pour l'homme de plus en plus insurmontable. Henri, dans sa somnolence, vit la louve s'approcher de lui à ce point qu'il n'eut qu'à saisir un brandon allumé pour le lui planter, d'un geste mécanique en plein dans la gueule. En un brusque ressent, la louve hurla de douleur, il sentit de l'odeur de la chair brûlée et regarda la bête secouer sa tête avec fureur. Puis, de crainte de s'abandonner trop profondément en sommeil, Henri attacha à sa main droite un tisson de sapin afin que la brûlure de la flamme le réveillât lorsque la branche serait consumée. Il recommença plusieurs fois l'opération. Chaque fois que la flamme, en l'atteignant, le faisait sursauter, il en profitait pour recharger le feu et envoyer au loup une pluie de brandons incandescents qui le tenaient momentanément en respect. Un moment vint pourtant où la branche mal liée se détacha de sa main sans qu'il s'en aperçût, et s'étant endormi, il rêva. Il lui sembla qu'il se trouvait dans le fort McGurry. L'endroit était chaud, confortable, et il jouait avec l'agent de la factorerie. Le fort était assiégé par les loups qui hurlaient à la grille d'entrée. Lui et son partenaire s'arrêtaient de jouer, par instant, pour écouter les loups et rire de leurs efforts inutiles. Mais un craquement se produisit soudain. La porte avait cédé et les loups envahissaient la maison, fonçant droit sur lui et sur l'agent, en redoublant de hurlements tellement qu'il en avait la tête comme brisée. À ce moment, il s'éveilla et la réalité fut suite au rêve. Les loups hurlants étaient sur lui. Déjà, l'un d'eux avait refermé ses crocs sur son bras. D'un mouvement instinctif, Henri sauta dans le feu et le loup lâcha prise, non sans laisser dans la chair une large déchirure. Alors commença une bataille de flammes. Ses épaisses moufles protégeant ses mains, Henri ramassait les charbons ardents en pleine poignée et les jetait en l'air dans toutes les directions. Le campement n'était qu'un volcan en éruption. Henri sentait son visage se tuméfier, ses sourcils et ses cils griller et la chaleur qu'il éprouvait aux pieds devenait intolérable. Un brandon dans chaque main, il se risquait à faire quelques pas en avant. Les loups avaient reculé. Il leur lança ses 2 brandons, trépignant dans la neige pour se refroidir les pieds, puis en frottant ses moufles carbonisés, il ne restait plus trace des 2 chiens. Ils avaient continué de toute évidence à alimenter le repas inauguré par les loups il y avait plusieurs jours avec Boule de Suif. Vraisemblablement, il subirait sous peu le même sort. « Vous ne m'avez pas encore !» cria-t-il d'une voix sauvage aux bêtes affamées, qui lui répondirent par une agitation générale et des grognements répétés. Mettant à exécution un nouveau plan de défense, il forma un cercle avec une série de fagots alignés à la file et qu'il alluma. Puis il s'installa au centre de son rempart de feu, se coucha sur une épaisseur de branchage, afin de se préserver de l'humidité glaciale et de la neige fondante que liquéfiait sur le sol la chaleur du brasier, et demeura immobile. Ne le voyant plus, les loups vinrent s'assurer, à travers le rideau de flammes, que leur proie était toujours là. Rassurés, ils reprirent leur attente patiente, se chauffant en feu bienfaisant et s'étirant les membres tout en clignotant béamment des yeux. La louve s'assit sur son derrière, pointa le nez vers une étoile et commença un long hurlement. Un à un, les autres loups l'imitèrent et la troupe entière, sur son derrière, le nez vers le ciel, hurla à la fin. L'aube vint, puis le jour. La flamme brûlait plus bas. La provision de bois était épuisée, et il allait falloir la renouveler. Henri tenta de franchir le cercle ardent qui le protégeait, mais les loups surgirent aussitôt devant lui. Pour les écarter, il leur lança quelques brandons qu'ils se contentèrent d'éviter sans en être autrement effrayés. Il dut renoncer au combat. Vacillant, l'homme s'assit sur son espèce de matelas et ses couvertures. Il laissa tomber sa poitrine sur ses genoux, comme si son corps eût été cassé en 2. Sa tête pendait vers le sol. C'était l'abandon de la lutte. De temps à autre, il relevait légèrement la tête pour observer l'extinction progressive du feu. Le cercle de flammes et de braises se sectionnait par segments qui diminuaient d'étendue et entre lesquels s'élargissaient des brèches. « Je crois, murmura-t-il, que bientôt vous pourrez venir et m'avoir. Qu'importe à présent, je vais dormir. » Une fois encore, il entrouvit les yeux et ce fut pour voir par une des brèches la louve qui le regardait. Combien de temps dormit-il ? Il n'aurait su le dire, mais lorsqu'il s'éveilla, il lui parut qu'un changement mystérieux s'était produit autour de lui, un changement à ce point étrange et inattendu que son réveil en fut brusqué sur le champ. Il ne comprit point d'abord ce qui s'était passé, puis il découvrit ceci. Les loups étaient partis. Seul
Le piétinement pressé de leurs pattes imprimées sur la neige lui rappelait le nombre et l'acharnement de ses ennemis. Mais le sommeil redevenant plus fort, il laissa retomber sa tête sur ses genoux. Mêlé au bruit de traîneaux qui s'avançaient, à des craquements de harnais, à des halètements époumonés des chiens de trait, ce furent cette fois des cris d'hommes qui le réveillèrent. 4 traîneaux, quittant le fil glacé de la rivière, venaient en effet vers lui à travers les sapins. Une demi-douzaine d'hommes l'entouraient quelques instants après. Accroupi au milieu de son cercle de feu qui se mourait, il les regarda comme hébété et balbutiait, les mâchoires encore empâtées. La louve rouge venue près des chiens au moment de leur repas. D'abord, elle mangea les chiens, puis elle mangea Bill. « Où est Lord Alfred ?» beugla un des hommes à son oreille en le secouant rudement. Il remua lentement la tête. « Non, lui, elle l'a pas mangé. Il pourrit sur un arbre au dernier campement. »« Mort !» cria l'homme. « Ouais, et dans une boîte, » répondit Henri. Il dégagea vivement son épaule de la main du questionneur. « Hé, dites donc, laissez-moi tranquille. Je suis vidé à fond. Bonsoir à tous. » Ses yeux clignotants se fermèrent. Son menton rejoignit sa poitrine, et tandis que les nouveaux arrivés l'aidaient à s'étendre sur les couvertures, ses ronflements montaient déjà dans l'air glacé. Une rumeur lointaine répondait à ces ronflements. S'était affaibli par la distance le cri de la troupe affamée des loups, à la recherche d'une autre viande destinée à remplacer l'homme qui leur avait échappé.